If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. L'aide américaine à l'Ukraine, qui représente environ 60 milliards de dollars, a été approuvée au Sénat américain, mais est actuellement bloquée à la Chambre des représentants. Dans une première mesure, le débat n'est pas tant de savoir si les républicains sont ouvertement opposés à l'aide à l'Ukraine. Le paquet d'aide, notamment à l'Ukraine, à Israël et aussi à l'Indo-Pacifique, est actuellement bloqué au Congrès parce que les républicains demandent un durcissement des règles migratoires. Ils font une sorte de chantage. Durcissez l'immigration et on approuvera les aides à nos alliés. Donc le blocage de l'aide actuellement au Congrès n'est pas une question de pro-Ukraine ou anti-Ukraine. C'est vraiment une question d'abord migratoire. Donald Trump lui-même ne s'est pas forcément opposé à l'aide à l'Ukraine en tant que telle. Il est surtout en train de dire aux républicains de ne pas approuver des règles contre l'immigration qui ne seraient pas assez dures que ce qu'il voudrait. D'un autre côté aussi, Donald Trump invite à ne pas approuver ce texte parce qu'il fait campagne sur le thème de l'immigration. Mais il serait aussi assez faux de dire qu'il n'y a aucun républicain dans la Chambre des représentants ou au Sénat qui sont anti-Ukraine. Il y a des figures qui ont été ouvertement opposées à Kiev. Matt Gaetz, par exemple, à la Chambre des représentants, ou encore J.D. Vance au Sénat. Ces personnages-là font partie d'une frange très radicale du Parti républicain. Mais ils sont très vocaux. Ils accusent notamment l'Ukraine d'être corrompue. Autrement dit, pourquoi leur envoyer de l'argent quand on ne sait pas ce qu'ils vont en faire? Certains voient même le président Zelensky comme un dictateur, surtout par rapport à la question de l'élection présidentielle en Ukraine. Et puis d'autres appartiennent plus globalement, ou alors c'est un mix, à une frange isolationniste. Leur idée est de dire pourquoi les États-Unis s'engagent et envoient de l'argent à un pays européen qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Et puis, il y a encore une autre explication, c'est la question de la proximité plus ou moins idéologique avec la Russie. Il y a des membres qui se sont montrés assez pro-Poutine. Et Donald Trump, dans une certaine mesure, peut faire partie de cette catégorie. Il dit régulièrement qu'il est très ami avec Poutine, que Poutine est très intelligent par exemple. Putin and I get along fine. We get along very well. Donald Trump a aussi un problème plutôt personnel avec Zelensky. En 2019, il lui avait demandé de lui fournir des informations sur Hunter Biden, le fils du président actuel, qui travaillait pour une entreprise ukrainienne. Zelensky a refusé. Depuis est née une conspiration qui dit que Joe Biden aurait eu des affaires douteuses en Ukraine pour protéger son fils. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. Trump pense en effet qu'il est le seul à pouvoir rétablir la paix dans le monde. Il a dit cette phrase au sujet de l'Ukraine, mais il a aussi plusieurs fois dit que s'il était au pouvoir actuellement, il n'y aurait pas de guerre à Gaza. Par rapport à l'Ukraine, lui estime qu'il a des bons rapports avec la Russie et Vladimir Poutine, et que donc il est capable de servir de médiateur entre la Russie et entre l'Ukraine. I know President Putin very well. I know Zelensky very well. I'm going to get him in. We're going to get it solved very quickly. La preuve qu'il avance, c'est par exemple les accords d'Abraham au Moyen-Orient, où il se vante d'avoir rétabli la paix en facilitant la normalisation des liens entre Israël et les pays arabes. Mais en réalité, personne ne sait vraiment ce que Trump ferait au pouvoir. On sait que son mandat, s'il est réélu, serait surtout tourné vers les États-Unis et pas tant vers la politique étrangère américaine. On sait aussi qu'il se focalise beaucoup plus sur la Chine qu'il ne se focalise sur l'Europe. Cela, il l'avait déjà montré quand il a été élu en 2016 et petit à petit a cherché à sortir les États-Unis de l'OTAN. En tout cas, il l'a menacé. Cette fois, il ne pourra pas le faire s'il est réélu, mais il peut très bien décider de ne pas respecter ses engagements. C'est ce qu'il a clairement avoué quand il a dit qu'il n'aiderait pas les pays de l'OTAN en cas d'attaque par la Russie. De son côté, le président Zelensky se dit assez ouvert à la discussion avec Donald Trump. Il l'a même invité en Ukraine pour se rendre compte de la réalité de la guerre. He's very welcome. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la défense de la démocratie ukrainienne, voire même la promotion de la démocratie dans le monde, n'est pas une priorité de Donald Trump. Tout ce que l'on sait donc, c'est que s'il est élu, la politique étrangère américaine reposera surtout sur une chose, ses intérêts à lui et éventuellement les intérêts des États-Unis. Là, il est difficile de répondre. Cette année, il n'y a pas qu'une élection présidentielle. La Chambre des représentants et une partie du Sénat vont aussi être renouvelées en novembre. Dans ce cas-là, les démocrates peuvent par exemple perdre le contrôle du Sénat, mais retrouver le contrôle de la Chambre des représentants. Ou alors, ils peuvent perdre les deux chambres. Ou ils peuvent gagner les deux chambres aussi. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait plus de candidats pro-Trump qui soient élus. Ce qui donc changerait les équilibres à l'intérieur du Parti républicain, au Sénat comme à la Chambre des représentants. Tout cela peut donc compliquer le vote d'un paquet d'aide à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan ou peu importe, en partant du principe que Trump lui-même en ferait la demande au Congrès s'il est élu. Et puis il y a la question de si le Congrès lui-même décide de faire voter un texte avec un paquet d'aide pour les alliés américains. Les deux chambres peuvent approuver le texte, mais Donald Trump pourrait très bien imposer son veto. Joe Biden lui-même a déclaré qu'il ne signerait pas un texte qui n'inclut pas l'aide à l'Ukraine. Tout cela veut dire que tout se joue pour l'Ukraine en novembre. En attendant, la Maison-Blanche et le Sénat espèrent encore voir les 60 milliards d'aide à l'Ukraine approuvés par la Chambre des représentants. Reste donc à savoir ce que fera le speaker Mike Johnson.